Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Pour l'histoire d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous des apparences. Parfois elles sont trompeuses, n'est-ce pas? Et pour rappel, je vous laisse un espace info dans un commentaire épinglé, le lien pour précommander mon deuxième livre. Là, normalement, si on atteint les 150 commandes d'ici encore un petit mois et demi, il pourra sortir en point de vente officiel. Je suis trop pressée et j'espère vraiment qu'on va atteindre cet objectif parce que vous verrez que cette histoire elle est incroyable et c'est une vraie histoire de true crime. Voilà. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. They heard from a number of friends and family of Christile's. They described her as a fun, loving, smart mom who only wanted to protect her children in her final months. Now, Christile had been receiving threatening texts and emails, supposedly from an old boyfriend she hadn't seen in 20 years. Pour l'histoire d'aujourd'hui, direction la ville de Broomfield, dans l'état du Colorado. Broomfield compte environ 80 000 habitants et c'est là que vit Christile Krug. Christile Grimsrud, de son nom de jeune fille, est née en novembre 1980 à Boulder, toujours dans le Colorado, et ses parents sont Linda et Lars, et elle a un frère et une sœur, Josh et Jenna, dont elle a toujours été très proche. Ce que ses proches disent d'elle, c'est qu'elle a toujours été très gentille et très généreuse, et très souriante également. En fait, elle a un rire qui est contagieux. Disons qu'elle a une sorte de chaleur humaine qui fait que quand vous parlez avec elle, vous avez envie d'être amie avec elle. Et en plus d'être passionnée par la danse, elle est également très douée à l'école, notamment dans les matières scientifiques. C'est une fille qui est très logique, très pragmatique, on va dire. Et à la fin du lycée, elle continue dans cette voie, puisqu'elle entame des études d'ingénierie en chimie à la prestigieuse Colorado School of Mines, l'école des mines. Je crois qu'on a l'équivalent en France, non? D'ailleurs, c'est grâce à ces notes qu'elle a pu obtenir une bourse d'études, parce que vous, comment on sait à quel point ça coûte cher les études aux États-Unis, n'est-ce pas? Après ce cursus, en 1999, elle intègre l'Université du Colorado pour poursuivre une licence en génie biochimique cette fois. Et c'est d'ailleurs dans cette université qu'elle fait la connaissance d'Anthony Holland. Christile et lui ont le même âge, ils s'entendent bien, ils ont les mêmes centres d'intérêt, donc de fil en aiguille, ils tombent amoureux. Et ils se fréquentent. Leur relation devient rapidement sérieuse et Christile lui présente ses parents. Et Linda et Lars trouvent que Anthony, c'est un garçon qui est charmant, il est intelligent, il est poli, il présente bien. Alors, on n'a pas énormément d'informations sur son background, comme on dit, mais apparemment, il vient d'une famille ordinaire. Lui et Christile se fréquentent pendant environ 1 an avant de se séparer à l'automne 2000. Alors, on ne sait pas exactement qui a quitté qui, mais on peut supposer que c'est Christile, puisqu'elle est rapidement passée à autre chose à l'inverse d'Anthony. 2 ans après, en 2000, Anthony recontacte Christile parce qu'il est toujours amoureux d'elle. En fait, il lui dit qu'elle a été sa première petite copine et qu'il a du mal à tourner la page. Mais comme je vous l'ai dit, Christile, de son côté, est passée à autre chose. Donc elle explique à Anthony que même si elle l'a beaucoup apprécié par le passé, c'est derrière elle tout ça. Donc on peut supposer que c'est bien elle qui l'avait quitté. Apparemment, Anthony a respecté son choix. Il ne l'a plus recontacté, pour le moment. Christile, de son côté, poursuit ses études et ce qui ressort, c'est qu'elle s'est beaucoup démarquée à l'université. Elle était très très douée et une fois qu'elle a obtenu son diplôme, elle est tout de suite remarquée par plusieurs entreprises dans le domaine de la technologie et de l'innovation, ce qui est sa branche. Elle choisit de rejoindre l'entreprise Agilent Technology et là encore, tout le monde dit d'elle que c'est une femme brillante et très appréciée par ses collègues. Elle est agréable, elle est volontaire, elle est très douée et elle devient rapidement un membre précieux de l'entreprise. Alors je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait, mais apparemment elle gérait des projets dans la technologie et l'innovation, cela s'entend, et elle y est restée jusqu'à sa mort. Donc voilà, petit spoiler, à un moment donné, Christile va mourir. Mais reprenons dans l'ordre. Au cours de l'année 2004 ou 2005, elle rencontre celui qui deviendra son mari, Daniel Krug. Alors là aussi, on a très peu de détails sur sa vie personnelle, mais on sait qu'il est né en 1980, donc il a le même âge que Christile. Et ce que l'on sait de leur rencontre, c'est que ça a été une évidence pour Christile. Daniel, c'est un homme qui est brillant, qui a beaucoup de charisme et qui travaille pour le ministère de la Santé comme analyste financier. Il est beau, il est intelligent et il gagne très bien sa vie. Disons que c'est le type de profil que Christile recherche pour se stabiliser, c'est-à-dire qu'elle veut se poser, elle veut se lancer dans une relation sérieuse et Daniel coche toutes les cases. Elle et Daniel se fréquentent et au fil des semaines et des mois, la relation devient sérieuse. Et après, on connaît la suite. Christile présente Daniel à sa famille et Daniel présente Christile à sa famille. Et tout le monde s'apprécie. C'est-à-dire que la famille de Daniel apprécie énormément Christile parce que c'est une femme bien, c'est une femme qui a des valeurs, c'est une femme qui est sérieuse et inversement. La famille de Christile apprécie Daniel. Le couple s'installe dans une belle maison à Broomfield. En 2007, ils se marient et les années qui suivent, Christile donne naissance à 3 enfants. Alors on n'a pas leur nom, on n'a pas non plus leur photo puisque leur identité avait été protégée par les médias, mais ce que l'on sait c'est qu'il s'agit de 2 filles et d'un garçon qui sont nés en 2009, 2012 et 2015. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de photo d'eux donc je pourrais pas les insérer, mais en soi c'est pas hyper important pour la suite de l'histoire. Quoi qu'il en soit, la famille Krug, c'est ce qu'on peut appeler une famille américaine de la classe moyenne.
Aux yeux de leurs proches, Christine et Daniel représentent vraiment un beau couple, hein. Ils ont de beaux enfants, une belle maison, une belle carrière, un peu comme dans les téléfilms de la 1 finalement. Sauf qu'il y en a un qui n'est pas vraiment passé à autre chose malgré les années. Anthony. Anthony n'a toujours pas lâché l'affaire avec Christine, hein. Il tente de reprendre contact avec elle via Facebook, il lui envoie des messages en 2005, en 2010 et en 2016. À chaque fois, il veut savoir s'il y a moyen de reprendre là où il s'est arrêté en 2000. On parle quand même de messages en 2005, en 2010 et en 2016. C'est-à-dire 5 ans après, 10 ans après et 16 ans après. Et Christine lui répond systématiquement la même chose, hein, à savoir que, ok, elle a apprécié ce qu'ils ont vécu tous les deux, mais elle est passée à autre chose maintenant. Et ça, elle ne peut pas l'ignorer, hein, parce qu'elle poste régulièrement sur Facebook des photos d'elle avec ses enfants et Daniel. Donc il le sait qu'elle est mariée et mère de famille. Anthony continue d'insister, Christine lui demande de la laisser tranquille, et ce qu'elle fait peu après, donc en 2016 ou en 2017, c'est qu'elle supprime son compte Facebook. Alors on ne sait pas si c'est un rapport avec Anthony, mais c'est fort probable, hein, et les années qui suivent, Christine n'entend plus parler de lui, jusqu'en 2023. Le 2 octobre 2023, dans l'après-midi, Christine reçoit un SMS très étrange sur son téléphone, d'un numéro qu'elle ne connaît pas. Dans ce message, un homme lui écrit qu'il se rend régulièrement dans la ville où elle habite, c'est-à-dire à Broomfield, et il lui demande s'ils peuvent se rencontrer pour avoir des relations sexuelles. Et c'est signé Anthony. Quand Christine lit ça, elle est choquée. Alors déjà, elle n'a pas l'habitude de recevoir ce type de message, mais encore moins de la part d'Anthony. Il lui a jamais manqué de respect comme ça par le passé. Elle l'a très bien connu par le passé, c'était pas le genre d'homme à écrire des trucs pareils. Alors ok, il a insisté sur Facebook, mais même quand il insistait, il n'était pas irrespectueux avec elle, tout au plus insistant, mais jamais irrespectueux. Et là, il lui demande de la rencontrer pour avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'il sait, hein, qu'elle est mariée et qu'elle a des enfants. Et puis comment il peut lui envoyer ce type de message après 23 ans, franchement? Et comment il a eu son numéro? Ce que se dit Christine sur le coup, c'est que le mieux c'est de l'ignorer. Si elle ne lui répond pas, il va peut-être penser qu'il s'est trompé de numéro et il ne la relancera pas. Sauf que le lendemain, rebelote. Christine reçoit plusieurs autres messages d'Anthony. Il lui dit qu'il est extrêmement déçu de ne pas avoir reçu de réponse de sa part. Et de toute façon, s'il lui a proposé d'avoir des rapports sexuels avec lui, c'est parce qu'elle lui fait pitié. Elle est moche et grosse maintenant. Un vrai laidron, la Christine, et son mari Daniel doit penser la même chose, c'est obligé. En fait, dans ses SMS, Anthony l'insulte de tous les noms et dans son dernier message, il l'invite même à se suicider. La folie. Quand Christine lit ça, elle est encore plus choquée que la veille, elle est même bouleversée en réalité. Alors ok, Anthony a beaucoup insisté au fil des années, mais de là à l'insulter et à l'inviter à se donner la mort. Il ne s'est jamais montré agressif avec elle, pourtant par le passé, mais là on dirait un psychopathe. Mais là encore, Christine se dit que le mieux c'est de l'ignorer. En fait, les Américains appellent ça le grey rock. Grey pour gris et rock pour pierre, la pierre grise. C'est une méthode qu'on recommande d'avoir devant des personnes toxiques, hein, savoir rester neutre, froid, ne pas avoir de réaction, pour pas alimenter le comportement de la personne toxique. Mais malgré ça, les semaines qui suivent, Christine continue de recevoir des SMS quotidiennement, hein, dans le même style. Hein. Et elle reçoit également des emails d'Anthony. L'adresse email c'est a.hollande.kix@gmail.com. A pour Anthony et Hollande, parce que c'est son nom de famille. Dans ces emails, c'est soit encore des insultes, soit des propositions d'ordre sexuel. Mais pas que, hein, puisqu'Anthony lui dit même que, dans la mesure où Christine est mariée à Daniel, et que Daniel est peut-être, on va dire, le seul rempart pour qu'ils se remettent ensemble, eh bien, il pourrait éventuellement s'en prendre à lui pour le faire disparaître, pour qu'ils redeviennent un couple, enfin. Ça, c'est clairement flippant, hein, parce que c'est des menaces de mort dans ces emails. Anthony n'hésite pas à dire qu'il peut tuer Daniel, si ça peut lui permettre de se remettre avec Christine. Et c'est à partir de là que Christine décide d'en parler à Daniel, pour l'avertir. Alors, Daniel lui dit que, ok, Anthony a l'air d'être un peu déséquilibré, mais est-ce qu'il faut vraiment le prendre au sérieux? Après tout, ça reste que des SMS, on est d'accord. Est-ce que c'est vraiment utile d'avertir les autorités pour ce type de SMS, sachant qu'Anthony ne vit même pas dans le même état qu'eux? Sauf que quelques jours plus tard, au début du mois de novembre, Christine reçoit un nouvel email, mais avec une pièce jointe cette fois. C'est une photo sur laquelle on voit Daniel sortir de sa voiture pour aller au travail. Là, on a clairement franchi un cap. C'est plus seulement du harcèlement par SMS et par email. Non, Anthony les suit maintenant. Dans l'un de ses emails, il a clairement dit qu'il compte tuer Daniel pour récupérer Christine. Et ça dure depuis plusieurs semaines, ce harcèlement. Christine a beau ne pas réagir, mais ça l'arrête pas, ça. Le 7 novembre, elle se rend au commissariat de police pour déposer plainte et c'est l'agent Andrew Martinez qui la reçoit. Et ce qu'il pense de son côté, c'est que cette histoire commence à devenir assez sérieuse. Parce que comme je vous l'ai dit, on parle de menaces de mort là. Et on sait tous très bien comment ça peut se finir les campagnes de harcèlement. Un tel est suivi par un tel est harcelé par un tel. Et à la fin, ça finit avec des coups de couteau.
I keep trying to remind myself this is intending to be terrorizing. This is intending to scare me. He's like, we're meant to be together. I said, this is really creepy for me. You need to stop. Like, this was alarming. He's never said this kind of stuff to me before, so... Alors le problème, c'est que la police ne peut pas interpeller Anthony comme ça. Déjà, il ne vit pas dans le Colorado. Il n'apparaît dans aucun registre de l'État du Colorado. Et surtout, les SMS de menaces n'ont pas été envoyés depuis une ligne qui a son nom. En fait, ça a été envoyé depuis une application en ligne, TextNow. C'est une application en ligne qui permet l'envoi de SMS gratuits. En gros, au lieu de passer par un opérateur classique, les appels et les SMS passent par Internet, ce qui permet d'être anonyme, en théorie. Donc si Anthony est arrêté tout de suite, il pourrait très bien nier qu'il est à l'origine de ces SMS. C'est pareil pour les emails. Alors ok, l'adresse email qui a été utilisée, c'est a.holland, mais c'est pas une preuve irréfutable, ça. Ce qu'il faut aux autorités, c'est de la géolocalisation, surtout l'identité derrière ces comptes. C'est-à-dire que là, c'est un numéro de téléphone en ligne qui a été utilisé pour l'envoi de ces menaces, mais on ne sait pas à qui est rattaché ce compte. Et à côté de ça, on ne sait même pas où vit Anthony. Alors ok, il a pris une photo de Daniel, ce qui signifie qu'il est probablement dans le Colorado, mais c'est pas sûr. Le 12 novembre, les enquêteurs contactent Google pour l'adresse email et l'opérateur de télécom Verizon et l'entreprise TextNow pour tracer les comptes qui ont servi pour l'envoi des SMS. Mais les enquêteurs sont face à un problème de taille. Très gros problème même. Ces 3 entreprises sont connues aux États-Unis pour protéger leurs clients, c'est-à-dire qu'elles ne collaborent pas souvent avec les autorités. En fait, elles invoquent le droit à la vie privée de leurs utilisateurs. Et sans leur collaboration, c'est impossible de remonter le compte Gmail et le compte TextNow qui ont servi à l'envoi des emails et des SMS. Donc les enquêteurs sont dans une impasse. Et pour Christine, c'est terrible, parce que ça signifie qu'en attendant, Anthony peut continuer à la harceler et peut-être qu'un jour il va s'en prendre à elle physiquement ou à son mari. C'est pas comme si on n'avait pas déjà vu ça dans des affaires de true crimes, on est d'accord. Le 16 novembre, les enquêteurs décident également d'interroger Daniel, le mari de Christine, parce que le temps qu'ils trouvent davantage de preuves contre Anthony, ils veulent fournir le plus possible leur dossier d'enquête, à savoir les interrogatoires des proches de Christine pour voir comment ils vivent la situation. Et ce que Daniel leur raconte, c'est qu'effectivement, il vit très très mal cette situation. Depuis qu'ils ont reçu l'email avec la photo où on voit Daniel en train de sortir de sa voiture pour se rendre au travail, il a toujours peur qu'Anthony surgisse de nulle part pour lui faire du mal. Surtout que Christine continue de recevoir des SMS pendant ce temps. À la mi-novembre, dans la mesure où l'enquête n'avance pas, Christine se décide à engager un détective privé pour retrouver Anthony. En fait, les détectives privés aux États-Unis ne sont pas soumis aux mêmes restrictions que la police. C'est-à-dire qu'ils ont une plus grande latitude dans leur méthode d'enquête, on va dire. Et ça paye. Quelques jours plus tard, le détective recontacte Christine et lui dit qu'il a enfin trouvé l'adresse d'Anthony. Il réside actuellement dans la ville d'Eagle Mountain, dans l'Utah. Eagle Mountain, c'est une petite ville de 20 000 habitants qui se trouve à environ 8 heures de route de chez Christine. En fait, le Colorado et l'Utah sont 2 États qui sont collés, mais la distance entre les 2 villes, c'est environ 800 km. Donc c'est assez loin. Quelque part, c'est plutôt rassurant ça pour Christine. Ça veut dire qu'Anthony est loin d'elle. Mais en même temps, il a pris une photo de Daniel. Donc il vient dans le Colorado. Christine retourne voir les enquêteurs qui s'occupent de son affaire et elle leur communique l'adresse d'Anthony. Avec ça, on peut l'arrêter, non ? Eh bien non. Ils ne peuvent toujours rien faire pour le moment. En fait, ils n'ont pas encore la preuve formelle que c'est bien lui qui a envoyé ses SMS et ses emails. S'ils prennent le risque de l'arrêter maintenant, il pourra facilement être relâché. Et après ça, la police ne pourra peut-être plus rien faire contre lui. Ce qu'il leur faut impérativement comme preuve ultime, on va dire, c'est une réponse de Google et de TextNow. Si ces 2 entreprises leur fournissent la preuve formelle que c'est bien Anthony qui est derrière ces comptes, il ne pourra plus nier. C'est frustrant, c'est vrai, mais ils n'ont pas le choix. Et dès le début du mois de décembre, Christine se décide à tout raconter à sa famille. En fait, elle est terrifiée à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, elle s'imagine qu'Anthony va surgir, je sais pas moi, d'un buisson ou de derrière un bâtiment ou une voiture à tout moment pour lui faire du mal à elle ou à son mari Daniel. Ou même peut-être à leurs enfants. Je vous laisse un peu imaginer sa détresse psychologique. Un petit ami de plus de 20 ans qui la menace de mort, qui menace son mari de mort parce qu'elle ne veut pas retourner avec lui. Et il vit dans l'état voisin. Alors certes, c'est à 800 km de chez elle, mais ça reste accessible. Rien ne l'empêche de prendre sa voiture et de venir pour lui faire du mal à elle, à Daniel ou à leurs enfants, comme je vous l'ai dit. Et en plus, il a l'air d'être sacrément dérangé. Le père de Christine, Lars, trouve que cette situation est tellement préoccupante qu'il remet une arme à feu à sa fille. En fait, il se dit que si Anthony décide un jour de l'agresser, elle aura au moins la possibilité de se défendre ou de lui faire peur. Et la même semaine, Daniel fait installer chez eux un système d'alarme et des caméras qui donnent sur l'intérieur et sur l'extérieur de leur maison. Avec tout ça, Christine se sent un petit peu plus en sécurité, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser que malgré ça, Anthony va quand même chercher à lui faire du mal. Quelques jours après, le 14 décembre, aux alentours de midi, Daniel contacte la police parce qu'il est très inquiet. Il est au travail et il n'arrive pas à joindre Christine depuis environ 3 heures. Elle ne répond ni à son portable ni au téléphone de la maison.
C'est très inhabituel ça, hein, surtout vu la situation qu'ils vivent en ce moment. Broomfield Dispatcher speaking. Hi there. My name is Dan Krug. My wife isn't responding to text messages or phone calls. Bon, l'opérateur du 911 n'est pas forcément au courant de ce qui se passe chez les Krug, donc là, Daniel lui raconte tout, à savoir le harcèlement que subit Christyle, et même lui, depuis plusieurs mois. Daniel explique à l'opérateur qu'il ne peut pas s'absenter du travail pour vérifier si Christyle va bien, mais il aimerait que des agents de police se rendent sur place. C'est ce qu'on appelle un contrôle de bien-être aux États-Unis. Et c'est l'agent John R. qui se rend chez les Krug ce jour-là, et vu que c'est un contrôle qui est assez courant aux États-Unis, c'est pas inhabituel d'y envoyer seulement un agent. L'agent Ware arrive chez les Krug à 12h28 et tout lui paraît normal, en tout cas vu de l'extérieur. Il frappe à la porte, mais pas de réponse. Alors au départ, l'agent se dit que Christyle s'est peut-être absentée. Mais malgré ça, il contourne quand même la maison pour vérifier au niveau du garage, et là, la porte est également fermée. Dans la mesure où il y a des petites fenêtres au niveau du garage, il vérifie par-dessus, et là, il constate qu'il y a la voiture de Christyle dans le garage. Et juste à côté d'elle, il y a une femme allongée au sol. Vous l'aurez compris, c'est Christyle. John Ware contacte aussitôt les renforts et en attendant leur arrivée, il force la porte du garage. Et la première chose qui lui saute aux yeux quand il s'approche du corps de Christyle, c'est qu'elle est sans doute déjà morte. Elle ne respire pas, il n'y a plus de pouls et elle présente une entaille profonde au niveau de la poitrine, comme si elle avait été poignardée à cet endroit. John Ware essaie quand même de pratiquer un massage cardiaque à Christyle pour la réanimer. C'est à ce moment-là que l'ambulance arrive. Mais il n'y a plus rien à faire, Christyle est déjà morte. Son décès est prononcé à 12h43. Dans la mesure où la maison des Krug se situe dans un endroit quand même assez résidentiel et calme, habituellement, il y a beaucoup de monde qui se précipite devant la maison des Krug quand ils voient arriver des voitures de police et une ambulance. Et Linda, la mère de Christyle, se rend elle aussi sur place, puisqu'elle a été avertie par des voisins. Et elle est dévastée. Peu après, c'est Daniel qui arrive à son tour chez lui, et quand la police lui annonce que Christyle a été retrouvée morte dans le garage, c'est un énorme choc. Il est bouleversé, il s'écroule même au sol, tellement il est choqué. Il est quand même interrogé malgré le choc, et ce qu'il raconte, c'est que dans la matinée, Christyle est sortie de chez eux à 7h du matin pour amener les enfants à l'école. Ensuite, elle est rentrée, il était aux alentours de 8h, et lui est parti travailler à 8h24. Et elle allait parfaitement bien à ce moment-là, en tout cas, elle n'était pas préoccupée. Ce qu'il dit aussi, c'est que c'est Christyle qui devait récupérer leurs enfants ensuite à la sortie de l'école, mais une demi-heure après, elle lui a envoyé un SMS pour lui demander s'il pouvait les récupérer lui à l'école. Daniel explique aux enquêteurs qu'il a quand même trouvé ça un peu bizarre, parce que Christyle ne précisait pas pourquoi elle ne pouvait pas aller chercher les enfants à l'école. Il lui a quand même renvoyé un SMS pour savoir à quelle heure il devait les chercher, mais elle ne lui a plus répondu. Il a ensuite essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais pas de réponse. Et c'est après ça qu'il a contacté le 911. La police vérifie quand même les images de la caméra de surveillance qui est placée devant la maison, et effectivement, à 8h24, on voit bien Daniel qui part pour le travail. Donc il n'a pas menti. Et au vu du harcèlement dont Christyle était victime depuis plus de 2 mois, la première personne à laquelle pensent les enquêteurs, c'est Anthony. Qui d'autre ? Disons que la coïncidence est quand même assez troublante, n'est-ce pas ? Le même jour, aux alentours de 15h, les autorités de Broomfield contactent les autorités d'Eagle Mountain, donc là où vit Anthony, et elles leur demandent que des agents se rendent chez Anthony pour l'interroger le plus rapidement possible. Des agents de police se rendent à son domicile, ils frappent à la porte, et à leur grande surprise, Anthony leur ouvre. Et il est lui-même très surpris de voir des agents de police devant chez lui, et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Les agents lui demandent s'il connaît une certaine Christyle Krug, et là Anthony répond que oui, il la connaît très bien même. Elle a été son premier amour, mais ils ne se sont plus parlé depuis 7 ans environ. Il leur explique que c'était par message Facebook en 2016, mais ils ne se sont plus jamais revus depuis 23 ans, c'est-à-dire depuis leur rupture. À ce moment-là, les agents de police n'ont toujours pas expliqué à Anthony la raison de leur visite, à savoir que Christyle a été assassinée chez elle dans le Colorado. Mais c'est vrai qu'il trouve ça bizarre de le trouver chez lui à Eagle Mountain. Pour rappel, c'est à plus de 800 km de Broomfield, c'est-à-dire environ 8 heures de voiture. On ne sait pas précisément à quelle heure Christyle a été tuée, mais on estime que c'était après 9h. Et là, il est 15h. Et Anthony est chez lui à Eagle Mountain, à 800 km de Broomfield. Comment Anthony aurait pu commettre ce meurtre à 9h dans le Colorado à Broomfield et être chez lui à 15h à Eagle Mountain dans l'Utah ? Même en conduisant très très vite, ça paraît impossible. À moins d'avoir pris l'avion, c'est la seule explication possible. Les enquêteurs demandent à Anthony ce qu'il a fait dans la matinée et s'il est sorti de chez lui, et c'est bien le cas. Il leur explique qu'il est parti faire du shopping vers midi. D'ailleurs, il a toujours le ticket de caisse, il a acheté un sweatshirt et sur le ticket, c'est noté midi 16. Donc à midi 16, il était à Eagle Mountain. Là, les gars, ça raccourcit encore plus le timing pour Anthony. Comment il aurait pu se trouver à Broomfield à 9h et à Eagle Mountain à midi ? Même en prenant l'avion, c'est impossible ça. Et c'est là que les agents de police lui expliquent la raison de leur venue.
À savoir que Christine a été assassinée chez elle dans le Colorado dans la matinée, mais qu'elle avait déposé plainte contre lui dans le Colorado parce qu'il la harcelait depuis 2 mois. Donc forcément, pour le moment, c'est lui le suspect principal. Quand Anthony entend ça, il est sous le choc. Déjà pour le meurtre de Christine, c'est un fait, mais aussi pour le harcèlement. Comment ça, il harcelait Christine depuis 2 mois? Il veut bien admettre qu'il a eu du mal à passer à autre chose quand ils étaient plus jeunes parce que c'était son premier amour, mais il ne l'a jamais harcelée. Il jure que la dernière fois qu'il a parlé avec elle, c'était en 2016 sur Facebook, mais quand Christine lui a dit qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille, il l'avait laissée tranquille et il n'avait plus jamais essayé de la recontacter ensuite. Et de toute façon, il n'aurait jamais fait ça, aller dans le Colorado, prendre une photo de son mari, la menacer, l'insulter, jamais il lui aurait fait ça. C'est pas dans son tempérament de faire des trucs pareils. En plus, où est-ce qu'il aurait trouvé le temps de faire tout ça? Il vient tout juste de trouver un nouveau travail à temps plein. Il doit même proter quand il arrive et quand il repart. Donc quand est-ce qu'il aurait trouvé le temps de faire 8 heures de route pour aller la harceler dans le Colorado et 8 heures de route retour pour rentrer chez lui pour aller travailler? Pour prouver sa bonne foi, Anthony remet aux agents de police ses relevés de pointage. Et effectivement, force est de constater que depuis plusieurs semaines, il pointe le matin et le soir. Techniquement parlant, il n'aurait jamais eu le temps d'harceler Christine dans le Colorado, c'est impossible. Donc là, concrètement, on a notre principal suspect qui a un alibi solide au moment du meurtre de Christine. Et son alibi a été vérifié, c'est bien lui qui a acheté ce sweatshirt à 12h16. Et pareil, pour tout le harcèlement de Christine, il ne pouvait pas se trouver à 2 endroits en même temps, au travail et dans le Colorado en train de prendre Daniel en photo. C'est pas possible. À moins qu'on découvre que c'est vraiment Anthony qui se cache derrière le compte Gmail et le compte TextNow, ça peut pas être lui qui harcelait Christine. On est d'accord. Et pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute possible. La personne qui a harcelé Christine, c'est forcément la personne qui l'a tuée. Les autorités du Colorado mandatent l'agent de police et expert en cybersécurité Randy Pillack de remonter la trace des emails et des SMS. Et si vous vous souvenez bien, jusque-là, les autorités n'avaient pas pu le faire parce qu'elles étaient bloquées par l'éthique, on va dire, de Google, TextNow et Verizon qui veulent protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Mais à ce moment-là, il s'agissait d'une affaire de harcèlement et là, il est question de meurtre à présent. Ça change tout. Cette fois, ces entreprises prennent cette affaire très au sérieux et l'heure qui suit, ils communiquent tous les éléments aux autorités. Randy Pillack commence à examiner toutes les données numériques des messages de harcèlement et le 14 décembre, grâce à l'adresse IP liée à ces messages, il découvre qu'ils ont été envoyés depuis le Wi-Fi du ministère de la Santé. Qui travaille au ministère de la Santé déjà? Oui, Daniel, le mari de Christine. Le jour même, Daniel est convoqué au commissariat de police pour être une nouvelle fois interrogé. Mais les enquêteurs ne lui parlent pas de leur découverte. En fait, ils se disent que s'il est derrière le harcèlement de sa femme, c'est probablement lui son meurtrier également. Logique. En fait, ils lui expliquent qu'ils l'ont convoqué pour l'interroger de nouveau, histoire d'avoir des détails supplémentaires, pour arrêter le meurtrier de sa femme. Lorsqu'ils lui demandent ce qu'il s'est passé, d'après lui, ce qu'il leur raconte, c'est que c'est forcément son stalker qui est derrière son meurtre, à savoir Anthony. Ce qu'ils pensent, c'est qu'Anthony s'est introduit dans leur garage quand Christine s'est absentée pour amener les enfants à l'école. Elle est rentrée, quand Daniel est parti, Anthony a tué Christine. Mais ce qui étonne quand même les enquêteurs pendant cet interrogatoire, c'est qu'à un moment donné, Daniel leur dit que quelques jours avant son meurtre, Christine l'avait accusé d'être derrière ses SMS de harcèlement, alors qu'il n'y est pour rien. Et oui, là les enquêteurs lui disent qu'Anthony a été interrogé mais qu'il a un alibi solide, ça peut pas être lui, le meurtrier de Christine. Donc si c'est pas Anthony, c'est qui d'après lui? Daniel n'en a aucune idée, mais ce qui est sûr, d'après lui, c'est que le meurtrier est toujours en liberté. Et il pourrait vouloir lui faire du mal à lui ou à ses enfants. Donc c'est impératif de l'arrêter. Ok, mais ce qui étonne également les enquêteurs, c'est le comportement de Daniel. Il n'a absolument pas l'air d'être ému ou affecté par la mort de Christine. En fait, il parle, mais il a l'air d'être complètement détaché. Après, on pourrait dire que chacun gère son deuil à sa manière, on est d'accord, c'est propre à chacun, ça. Mais Daniel n'a pas l'air d'être un homme effrayé à l'idée qu'il puisse arriver du mal à ses enfants. En fait, quand il parle de sa femme, de son meurtre, du meurtrier qui voudrait lui faire du mal à lui ou à ses enfants, mais il n'a pas l'air paniqué. Quand on a vraiment peur pour ses enfants, ça se voit un minimum, on est d'accord. Là, les enquêteurs lui font part de leur découverte, à savoir l'adresse IP reliée au SMS. Ça a été envoyé depuis son travail. Comment c'est possible ? Eh bien, Daniel a une explication. D'après lui, le stalker a probablement réussi à se connecter au Wi-Fi de son travail d'une manière ou d'une autre quand il le suivait. Pour lui, il n'y a rien de bizarre, il était même suivi par cet homme. Cet homme a pris une photo de lui quand il allait au travail. Donc c'est pas impossible qu'il ait pu se connecter au Wi-Fi de son travail. Oui. Bon, et bien vu que l'informatique c'est mon domaine à la base, en fait c'est pas si simple que ça. Ça dépend de quel type de Wi-Fi on parle. Si c'est le Wi-Fi guest, c'est-à-dire le Wi-Fi invité, alors oui c'est possible. Mais je pense que là il s'agit davantage du réseau Wi-Fi d'entreprise.
Et vu qu'il s'agit quand même d'un ministère, à mon avis, ils ont un Wi-Fi masqué, hein, c'est-à-dire que le SSID n'est pas diffusé publiquement. Donc à moins de faire partie de l'entreprise, à mon avis, hein, c'est peu probable que le premier clampin qui passe puisse s'y connecter sans embâge. C'est pas impossible, ce serait possible avec les bons outils, mais disons que là, ça fait beaucoup de coïncidences pour Daniel. What if I told you that we had already spoken with Anthony and there's no way that he was in town today? Then I have nothing. And I'm terrified to bring my children home. What are you terrified of? If it wasn't him, who was it? D'ailleurs, il le sent pendant cet interrogatoire que l'ambiance a complètement changé au commissariat. Il est dorénavant suspecté d'être le meurtrier de sa femme. Ce que dit Daniel pour se défendre, c'est qu'il comprend leurs soupçons. Statistiquement, c'est le mari qui est coupable dans ce type d'affaires. Mais lui, il aimait Christine, il ne lui aurait jamais fait le moindre mal. C'est la mère de ses enfants et il aime ses enfants. Donc il n'aurait pas pu priver ses enfants de leur mère. C'est QFD. Il leur dit que si la police va enquêter sur lui, il le comprend, c'est la procédure après tout, mais il les supplie de ne pas s'arrêter à cette piste. Le vrai coupable pourrait s'en sortir et leur faire du mal à lui et ses enfants. Bon, alors même si les enquêteurs sont absolument pas convaincus par ce qu'il raconte, voilà, faut dire ce qui est, à part cette histoire de Wi-Fi, il n'y a pas vraiment de preuves contre lui, pour le moment. Daniel est relâché et le lendemain, les enquêteurs interrogent tout l'entourage du couple pour mieux cerner cette relation. Et ce que Lars et Linda leur racontent, donc les parents de Christine, c'est que contrairement à ce que Daniel a raconté aux enquêteurs, le mariage de Daniel et Christine battait de l'aile depuis plusieurs mois déjà. Ils faisaient même chambre à part. D'après les parents de Christine, leur mariage s'était dégradé à cause du tempérament de Daniel. En fait, il se mettait facilement en colère contre elle et il pouvait s'énerver pour des broutilles. Christine avait raconté à ses parents que Daniel s'énervait surtout par rapport à l'éducation des enfants. En fait, il aimait pas trop la façon dont elle les éduquait. Et peu de temps avant son meurtre, elle avait confié à ses parents qu'elle voulait divorcer. Ça, c'est un détail qui est très, très important. Un détail dont Daniel ne leur a pas parlé d'ailleurs. Il leur a dit que lui et Christine étaient heureux, qu'ils s'aimaient, qu'ils formaient une belle famille. Alors qu'en réalité, Christine s'apprêtait à le quitter. Et justement, les cas de féminicide ont le plus souvent lieu quand la femme s'apprête à quitter son conjoint. Le même jour, donc le 15 décembre, le corps de Christine est enfin autopsié. Alors on savait déjà qu'elle avait été poignardée, mais on n'avait pas tous les détails. Christine a d'abord été frappée à l'arrière du crâne avec un objet contondant et une fois qu'elle est tombée au sol, elle a été poignardée au niveau de la poitrine. Dans la mesure où elle ne présente aucune trace d'agression sexuelle ni aucune trace de défense, on suppose qu'elle a été attaquée par surprise. Le lendemain, les enquêteurs analysent le téléphone portable de Christine et celui de Daniel, et dans celui de Christine, ils découvrent plusieurs éléments intéressants. Tout d'abord, le système d'alarme de la maison a été désactivé depuis le téléphone de Christine à 8h15 précisément. Ça, c'est très bizarre et c'est même illogique en réalité. Christine était harcelée depuis plus de 2 mois, ne se sentait plus en sécurité. Et malgré ça, elle aurait pris le risque de désactiver l'alarme de la maison. Ce que ça indique surtout, c'est que c'est pas elle qui a désactivé l'alarme de la maison, mais quelqu'un qui avait accès à son téléphone portable. Donc quelqu'un de très proche. Et quand je dis proche, c'est pas que proche physiquement, c'est une personne suffisamment proche pour savoir comment désactiver le système d'alarme depuis son téléphone. Donc pas le premier inconnu qui passe par là, on est d'accord. L'expert informatique parvient également à déterminer que le téléphone portable de Christine n'a plus été utilisé à partir de 8h22, donc 7 minutes après la désactivation de l'alarme. Ça aussi c'est bizarre, non ? Si vous vous souvenez bien, elle avait envoyé un SMS à Daniel à 8h56 pour lui demander d'aller récupérer les enfants à l'école. Donc comment c'est possible ? Le téléphone de Daniel est vérifié, ce SMS existe bien, il l'a bien reçu à 8h56. Donc comment c'est possible qu'il ait reçu ce SMS de Christine si le téléphone de Christine n'a plus été utilisé à partir de 8h22 ? Ça n'a pas de sens. Eh bien, il y a une explication. L'expert en informatique découvre que ce SMS a été programmé via un minuteur pour être envoyé à 8h56. Soit avec l'option d'automatisation sur le téléphone portable, soit avec une application installée sur le téléphone portable. En gros, c'est le même principe que quand on envoie un email programmé. Mais c'est là où ça devient étrange. Pourquoi est-ce que Christine aurait programmé d'envoyer un SMS à son mari ce matin-là ? Ça n'a pas de sens. La seule explication possible, c'est que Christine était morte bien avant 8h56. Donc l'envoi de ce SMS servait, on va dire, à brouiller les pistes, à faire croire qu'elle était morte plus tard dans la matinée. Au moment où Daniel était au travail, par exemple. Donc il avait un alibi. Et pour info, on a retrouvé d'autres SMS très bizarres dans le téléphone de Christine. Des SMS qui ont été envoyés le matin de son meurtre à son frère et à l'officier de police qui s'occupait de sa plainte pour harcèlement, l'inspecteur Martinez. Et dans ces SMS, même si on n'a pas le contenu exact, Christine y écrit qu'elle a trompé Daniel, mais sans préciser avec qui.
Bon alors je vous avoue qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour ces SMS, on ne sait pas pourquoi ils ont été envoyés, même si on commence à avoir un petit doute, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont eux aussi été programmés. Donc c'est pas Christile qui les a écrits, et pour les enquêteurs, le puzzle vient de s'assembler. Si c'est bien Daniel qui a tué Christile, alors il l'a tué avant de quitter la maison à 8h24. Et il avait programmé l'envoi de ces SMS pour prouver que Christile était toujours vivante quand lui était au travail. Donc il avait un alibi solide. C'est très très intelligent, il n'y a pas à dire. Et il y a également un autre élément très intéressant que les enquêteurs découvrent, et ça concerne la photo, là, vous savez, de Daniel qui sort de sa voiture pour aller au travail. Vous savez, cette photo que Christile avait reçue par mail et qui disait « Je vais tuer ton mari si toi et moi on ne peut pas être ensemble ». L'expert informatique a analysé cette photo et d'après lui, elle a été prise avec un minuteur. Vous savez, l'option sur nos téléphones, là, vous cliquez sur le minuteur de 3 ou 5 ou même 10 secondes pour avoir une photo. Genre pour prendre le temps de bien vous préparer pour la photo. Donc la seule explication possible, c'est que c'est Daniel qui a pris cette photo avec le minuteur, pour faire croire qu'il était stalké. Quand l'expert informatique analyse le téléphone portable de Daniel, il y découvre aussi des éléments très intéressants. La veille du meurtre de Christile, aux alentours de 13h, il a recherché sur internet des informations sur les traumatismes crâniens, ou plutôt sur la façon d'assommer quelqu'un en le frappant à la tête. Bon, là il n'y a plus vraiment de doute possible, on est d'accord. Le 16 décembre, Daniel Krug est interpellé et mis en examen pour le meurtre de sa femme. Et pour info, tout ça s'est passé en 2 jours. En fait, l'enquête n'a duré que 2 jours finalement. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'infos, on a l'impression que ça tire sur plusieurs semaines, mais non, tout ça s'est passé en 2-3 jours max. On peut dire que ça a été très rapide. Tout de suite après son arrestation, les enquêteurs examinent également les images des caméras de surveillance de la maison, parce que là aussi, ça peut apporter des éléments supplémentaires pour l'accusation. Et que découvrent-ils ? Eh bien que toutes les caméras ont été désactivées, sauf celles qui filment l'entrée du garage. Comme c'est pratique. Ce que l'on voit sur ces images, c'est Christile qui rentre dans le garage avec sa voiture à 8h, après avoir déposé ses enfants à l'école. Et Daniel qui en ressort à 8h24 pour aller au travail, comme il l'avait dit aux enquêteurs. Donc la conclusion, c'est qu'il a directement attaqué Christile quand elle est rentrée dans le garage à 8h. Et pour les enquêteurs, si Daniel n'a pas désactivé cette caméra, c'était justement pour pouvoir prouver qu'il était bien sorti à 8h24. Donc qu'il n'avait pas tué sa femme. Alors même si Daniel a été arrêté et mis en examen, l'enquête ne s'arrête pas là. Pendant environ 1 an et demi encore, les enquêteurs tentent de trouver des éléments supplémentaires pour consolider le dossier d'accusation. Et au cours de l'enquête, ils découvrent dans l'historique bancaire de Daniel un élément très intéressant là aussi, et très incriminant. Quelques mois plus tôt, il s'est procuré une carte cadeau avec laquelle il a acheté un téléphone portable prépayé à Walmart. Le téléphone qui avait été utilisé pour harceler Christile. Là, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire, on a littéralement toutes les preuves qui prouve sa culpabilité. Son procès s'ouvre le 4 avril 2025 à Broomfield et Daniel plaide non coupable, forcément. Alors comme je vous l'ai dit, l'hypothèse des procureurs et des enquêteurs, c'est que Daniel a attaqué Christile dès qu'elle est rentrée dans le garage. Dès qu'elle est sortie de sa voiture, Daniel l'a violemment attaquée, l'a assommée, elle a perdu connaissance et il l'a poignardée. Et ce qu'on pense, c'est qu'elle n'a même pas eu le temps de réaliser que c'était Daniel qui l'attaquait, parce qu'elle avait perdu connaissance. Et maintenant, la question la plus intéressante dans ce dossier, la question qu'on se pose tous, si c'est vraiment Daniel qui a tué sa femme, pourquoi est-ce qu'il l'a harcelée pendant 2 mois avant ça ? C'était quoi l'intérêt de lui faire croire qu'elle était harcelée par un ex-petit copain ? L'hypothèse des procureurs, c'est que dans la mesure où Daniel était au courant que Christile voulait le quitter, elle faisait chambre à part, elle avait parlé de divorce à ses parents, et bien pour se rapprocher d'elle, il allait la harceler. Si Christile se sentait en danger, elle ne le quitterait pas, elle le verrait comme son protecteur d'une certaine façon. Mais lorsqu'il a vu que ça ne fonctionnait pas, et pire encore que Christile le soupçonnait d'être son stalker, eh bien il a pris la décision de la tuer. Si elle ne voulait pas être avec lui, elle ne serait avec personne. Une ancienne compagne de Daniel est également amenée à témoigner durant ce procès. On ne connaît pas son nom vu que son identité a été protégée. Mais ce qu'elle explique, c'est que par le passé, elle avait été en couple avec Daniel et il avait utilisé exactement le même procédé pour qu'elle ne le quitte pas. Elle était harcelée par un mystérieux individu pendant la relation et après la rupture, et elle était convaincue que c'était Daniel derrière ça. Et pourtant, malgré toutes ces preuves, Daniel continue de clamer son innocence. Il n'a pas tué Christile, il l'aimait. D'après son avocat, l'enquête n'a pas été menée correctement, elle était à charge uniquement. Ce qu'il raconte, c'est que déjà d'une part, on n'a jamais retrouvé l'arme du crime, et d'autre part, quand Daniel s'était rendu chez lui après le meurtre de sa femme, il n'avait pas de sang sur lui, alors que Christile avait été poignardée à la poitrine. Donc il aurait dû avoir quelques traces de sang sur lui. Et idem, après son arrestation, il avait été examiné par un médecin et on n'avait trouvé aucune blessure sur lui. Des blessures qui auraient pu être occasionnées par Christile, par exemple. Bon, ça déjà, pour les procureurs, c'est pas un argument. Christile a certes été poignardée à la poitrine, mais elle n'a pas énormément saigné. Son tueur n'a pas nécessairement été éclaboussé par du sang, et pareil, elle n'a pas pu se défendre parce qu'elle était inconsciente. Donc comment est-ce qu'elle aurait pu infliger, on va dire, des blessures de défense à son assassin ?
De toute façon, d'après l'accusation, le meurtre était forcément prémédité, c'était un assassinat. Donc tout a été minutieusement préparé. Si c'est vraiment Daniel qui a assassiné Christine, il portait peut-être un autre vêtement sur lui quand il l'a poignardé, pour pas être taché. Pour l'avocat de Daniel, l'autre problème qui se pose dans le dossier d'accusation, c'est que les enquêteurs n'ont pas recherché, par exemple, s'il y avait des empreintes ou de l'ADN autre que celui de Christine sur son téléphone portable, celui de son assassin, qui n'est pas Daniel. D'après son avocat, même s'il n'y a aucun doute sur le fait que les SMS ont été programmés pour être envoyés, rien ne prouve que c'est Daniel qui l'a fait. Est-ce que ça ne pourrait pas être son amant, par exemple, le fameux amant de Christine? Mais là encore, c'est pas un argument, ça, pour l'accusation, parce qu'il n'y a pas de preuve que Christine avait une liaison. C'est prouvé que ces 2 SMS ont été envoyés via le minuteur. Donc c'est pas Christine qui les a envoyés, ces SMS. Et les enquêteurs n'ont jamais trouvé la preuve que Christine trompait Daniel. Donc c'était faux, elle ne l'a jamais trompé, elle n'avait pas d'amant. Ce que ces SMS laissent penser, surtout, c'est que c'est Daniel qui les a écrits pour induire les enquêteurs en erreur. Faire croire que Christine avait une liaison, donc son meurtrier était probablement son amant, si c'était pas Anthony. À l'issue du procès, le 18 avril, Daniel est reconnu coupable de harcèlement et de meurtre au premier degré, c'est-à-dire assassinat. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et c'est un énorme soulagement pour la famille Christine, vous vous doutez bien. Pour le coup, dans cette affaire, on avait quand même toutes les preuves qui pointent vers lui. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est l'arme du crime. Depuis sa condamnation, il continue à clamer son innocence et il jure que le vrai meurtrier est toujours en liberté. Et il pourrait même vouloir s'en prendre à ses enfants. Il a déclaré qu'il comptait bien évidemment faire appel de son jugement, mais dans la mesure où cette affaire est assez récente, il ne l'a pas encore déposée. Au mois de décembre, donc tout récemment, il y a eu une audience à Broomfield pour une demande d'indemnité à Daniel de la part de la famille Christine. Il lui demande entre autres de payer les frais relatifs à son enterrement et un box de stockage pour ses effets personnels le temps que ses enfants les récupèrent à leur majorité. Il considère que c'est quand même à lui de payer ça, parce que c'est lui qui a tué Christine, d'après la justice. Le tribunal a rendu sa décision au mois de mars apparemment, mais j'ai pas trouvé la mise à jour sur internet. Mais je pense que la famille Christine a obtenu gain de cause, je pense. Et pour la dernière info sur les enfants, alors écoutez, c'est pas très clair, mais apparemment ils vivent avec leur famille maternelle. Et il y a même une famille du Colorado qui s'était proposée de les accueillir après l'arrestation de leur père et qui a ouvert une cagnotte GoFundMe pour eux. Pour rappel, ils sont âgés de 11 ans, 14 ans et 17 ans aujourd'hui. Bon après, pour cette histoire de GoFundMe, je sais pas, parce que des fois il se passe des trucs quand même assez bizarres aux États-Unis. Des cagnottes qui sont ouvertes par des gens qui prétendent avoir le cancer ou que sais-je, histoire de se faire de l'argent, donc je sais pas si c'est sérieux. Mais j'ai trouvé que c'était terrible, parce qu'ils ont perdu leurs 2 parents d'un coup, leur mère et leur père. Donc ça me fait de la peine. Et petite parenthèse quand même, sachez que les autorités de Broomfield ont été fortement critiquées parce que les gens estiment que, vous savez, la plainte pour harcèlement que Christine avait déposée, si les enquêteurs avaient fait tout le nécessaire pour découvrir qui était derrière ce harcèlement, Daniel aurait été arrêté. Il n'aurait pas tué Christine. Parce que c'est sûr que c'était lui qui l'a harcelé, il n'y a pas de doute là-dessus. C'était lui. Et l'enquêteur Martinez, celui qui avait pris la plainte de Christine, a même publiquement admis son erreur. En tout cas, c'est plutôt rassurant qu'ils assument leur responsabilité parce que, dans le fond, c'est vrai. Mais c'est pas que de leur faute finalement, parce que Google et TextNow et Verizon, je crois que ça s'appelle comme ça, l'entreprise de téléphonie, ont aussi leurs responsabilités, vu qu'ils n'ont pas voulu collaborer avec les autorités. Ces entreprises refusent souvent de transmettre la moindre information aux autorités, à moins d'y être contraintes. Elles invoquent systématiquement le respect de la vie privée de leurs utilisateurs, mais là on aurait pu éviter un meurtre. Une cousine de Christine, Rebecca Ivanov, travaille dorénavant pour améliorer la coordination entre les services de police et ce type de plateforme, justement. Elle espère que les lois sur ça vont enfin évoluer. En fait, l'objectif, c'est de contraindre les plateformes numériques à transmettre les données nécessaires dans le cadre des enquêtes de harcèlement, on va dire dans un délai maximal de 48 heures. On estime que les premières 48 heures sont les plus importantes dans le cadre des affaires criminelles ou des enlèvements. Mais pour le moment, son initiative n'a pas encore abouti. En fait, ce type de plateforme affirme que même quand ils ont l'obligation légale, on va dire, de collaborer avec la police, le traitement des dossiers prend énormément de temps vu qu'ils reçoivent plusieurs centaines de milliers de requêtes par an. Donc comment faire dans ce cas-là? Telle est la question. Et concernant Anthony Hollande, parce qu'on ne l'a pas oublié, il a donné plusieurs interviews et il avoue qu'il a vraiment eu peur au départ d'être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et pour la petite anecdote, ce qu'il raconte par rapport au sweatshirt qu'il avait acheté le jour du meurtre de Christine, c'est qu'il n'avait pas prévu d'aller faire du shopping ce jour-là. D'après ce qu'il dit, ça lui est venu en tête d'un coup, comme ça, genre une petite voix qui lui a dit « Anthony va faire du shopping ». Bon, après, on sait comment l'être humain me donnait une petite dimension mystique à des trucs banals, mais c'est vrai que ça fait peur quand même, ce qui lui est arrivé. Je suis pas convaincue qu'il aurait été condamné pour le harcèlement et le meurtre de Christine, vu que les enquêteurs ont commencé à découvrir, vous savez, l'IP relié à l'envoi des messages et des emails. Mais on ne sait pas, peut-être que pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il aurait été harcelé par les médias. On ne sait pas, ça aurait pu lui gâcher la vie, ou en tout cas une partie de sa vie.
Par contre, je pense que si Anthony avait vécu dans le Colorado, bah là, ça aurait été un peu différent pour lui. Imaginez s'il avait vécu dans le Colorado, bah, juste vécu dans le Colorado en réalité. Bah après, peut-être que pour le meurtre, il aurait eu un alibi, son travail, mais s'il avait été en congé ce jour-là, et pour le harcèlement, bah ouais, là, ça aurait été plus, on va dire, raisonnable de penser qu'il aurait pu se connecter au Wi-Fi du ministère de la Santé. Je sais pas. Je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas failli passer à côté d'une énorme erreur judiciaire? Franchement. Enfin bref, voilà tout pour cette affaire. J'espère qu'elle vous a intéressé comme moi elle m'a intéressé. Je vous avoue que j'ai trouvé le délire du harcèlement complètement dingue. Et je me dis que Daniel a vraiment un gros problème. Bon, déjà, c'est un meurtrier, hein, je veux dire, toutes les preuves sont là. Mais de mettre en scène le harcèlement de son épouse en faisant croire que c'était son ex. Et vous, n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, bien sûr. Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette histoire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à précommander mon livre, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.